Merci, Madame la Présidente. C'est à mon tour de remercier les organisateurs d'être là, d'exister. J'espère que l'association aura un avenir encore plus brillant que celui d'aujourd'hui. Merci à tous ceux qui sont venus voir notre beau pays. Donc aujourd'hui, je dois vous parler de l'approche algorithmique du traitement de l'asthme sévère non contrôlé. C'est un titre extrêmement long, mais en fait, je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus facile à concevoir. Quand on parle d'asthme sévère, classiquement, la définition, elle se base sur la charge thérapeutique, c'est-à-dire combien on a besoin de mettre de corticothérapie pour équilibrer nos patients. Et cette idée de combien on doit mettre de corticothérapie, c'est parce que plus on monte la corticothérapie, qu'elle soit inhalée ou qu'elle soit par voie générale, et plus on a des effets secondaires. Donc on se dit, à partir du moment où on est à une dose qui n'est plus tolérable pour pouvoir équilibrer nos patients ou qu'on a besoin d'avoir une dose excessive et que malgré ça, on n'arrive pas à les équilibrer, eh bien on parle d'asthme sévère. C'est un peu réducteur. D'abord parce qu'on ne parle pas toujours de la même chose. Il y a des patients qui sont symptomatiques tous les jours, qui sont gênés dans leur vie quotidienne. Et il y a ceux qui font des exacerbations qui les amènent à l'hôpital et qui nécessitent une forte corticothérapie. Et puis il y a ceux qui ont une EFR, une fonction respiratoire qui est altérée, avec un VEMS qui est bas, de façon fixée. Et c'est là aussi prédictif de mauvais pronostics. Donc déjà, quand on parle de ça, on voit qu'on a un melting pot de patients et qu'on ne parle pas toujours de la même chose. Mais ensuite, quand on se dit, on s'arrête à la notion de corticothérapie, c'est peut-être là aussi insuffisant. Qu'est-ce qui se passe au-delà de cette demande thérapeutique? Alors, quand on regarde au-delà, on voit que quand on parle de patients qui ne répondent pas au traitement, bon, bien sûr, il y a les patients qui sont symptomatiques, mais en fait, ce n'est pas de l'asthme. Chez les adultes, on se dit c'est des erreurs diagnostiques. Chez les enfants, c'est souvent un peu plus compliqué que ça, puisqu'on n'a pas de critères diagnostiques définitifs chez les petits. Sinon, quand on parle d'asthme, on a la notion actuelle qui est qu'on parle d'asthme plus. Qu'est-ce que c'est l'asthme plus? C'est l'asthme avec quelque chose d'autre à côté qui l'aggrave. Et qui l'aggrave et sur lequel des fois on peut agir, ça s'appelle les traits modifiables, et des fois on ne peut pas agir dessus. Donc l'asthme plus, c'est soit des comorbidités, par exemple l'obésité, qui est quelque chose qui modifie beaucoup le pronostic, soit de facteurs aggravants, et les facteurs aggravants, ça peut être des facteurs environnementaux sur lesquels on ne peut pas toujours agir, des facteurs professionnels, et puis bien sûr, le tabagisme avec le tabagisme passif et le tabagisme actif qui sont des problèmes qu'on a vraiment du mal à surmonter. Donc ça, c'est la question de asthme plus autre chose, dit asthme plus. Et ensuite, on a une question qui est vraiment très angoissante, qui est le décès par asthme. Bien, quand il y a eu une étude rétrospective en 2014 pour voir qu'est-ce qui faisait mourir les patients, eh bien, ce n'était pas l'asthme sévère. 50% des patients qui décèdent par asthme ne sont pas considérés comme des asthmatiques sévères, ce sont des asthmes légers ou modérés. Donc ça veut dire que quand on se base sur la classification, on n'est pas bon. Alors qu'est-ce qui fait que les patients décèdent? C'est qu'on ne les prend pas bien en charge au long cours, on ne les prend pas bien en charge au cours des exacerbations et on n'est pas conforme aux guidelines. Donc ça veut dire qu'il faut quand même que nous nous remettions en question, que ce soit sur l'évaluation des patients ou sur notre prise en charge. Et tout ça, ça aboutit au fait que quand on a le nouveau GINA, le nouveau guide pour la prise en charge de l'asthme sévère particulier de GINA, eh bien, ils l'ont appelé asthme difficile à traiter et asthme sévère. Parce qu'en fait, il n'y a pas de frontière nette. On ne peut pas se dire, voilà, ces patients, ils sont comme ça, donc ce sont des asthmatiques sévères, et puis le reste, c'est pas un problème. En fait, c'est toujours un problème. La classification n'a pas tant d'importance que ça. À partir du moment où on n'arrive pas à gérer un patient, il faut être plutôt rigoureux, essayer de prendre les problèmes un à un.
Donc tout ça, ça aboutit à cet algorithme qui fait que la proposition qui est la première partie, c'est peut être gérée par un médecin généraliste ou par un spécialiste. Donc c'est vérifier qu'il s'agit bien d'un asthme, ensuite optimiser le traitement, le réévaluer, ensuite passer la main à un spécialiste ou à un centre de référence pour phénotyper, proposer d'autres traitements et puis finalement passer aux biothérapies en sachant qu'il faut toujours se réévaluer, se poser la question parce que l'asthme étant une maladie éminemment variable, on n'est pas toujours dans la même sévérité, on n'est pas toujours dans le même phénotype. Donc pour illustrer mon propos, je voudrais vous parler d'une jeune fille que nous suivons dans le service. La première fois qu'on l'a vue, elle avait 17 ans. Elle revenait d'un séjour en réanimation pour asthme aigu grave. Donc on peut se dire que d'emblée, c'était un asthme sévère. Dans ses antécédents, elle avait une détresse néonatale et puis elle était considérée comme asthmatique depuis l'âge de 3 ans. Elle avait un bilan allergologique qui montrait une allergie au pollen de graminées et aux acariens. Elle avait déjà été hospitalisée quand elle avait 5 ans en réanimation pédiatrique pour son asthme. Et puis, sur les 13 ans de suivi en pédiatrie, elle avait eu 4 hospitalisations et elle était à une dose de corticoïdes inhalés de 750 microgrammes par jour. Donc, a priori, effectivement, c'était en tout cas un asthme franchement difficile à traiter. Comment l'évaluer de façon standardisée, disons de façon rigoureuse et de façon que ce soit quelque chose de progressif et de cohérent. Donc la première chose, c'est est-ce qu'on va confirmer chez elle le diagnostic d'asthme? Ensuite, on va vérifier la compliance au traitement. Ensuite, on va vérifier est-ce qu'il s'agit d'un asthme plus ou pas. Et enfin, on va mettre un traitement et évaluer à distance. Donc la première question, est-ce que c'était de l'asthme? Elle avait une histoire clinique qui était quand même cohérente, avec un terrain atopique, avec des parents qui étaient asthmatiques. On a quand même vérifié son endoscopie trachéale parce que c'était une petite fille qui avait été intubée à 2 reprises. Donc on se dit peut-être qu'elle avait un problème sur la trachée. On a vérifié que c'était a priori quand même une enfant, qu'elle avait un retard staturo-pondéral, que ce n'était pas une mucoviscidose, que ce n'était pas une dyskinésie ciliaire, mais sinon le traitement standard, enfin le bilan standard qu'on fait à un asthme qui est une radiographie du thorax et une EFR, c'était cohérent, elle était distendue, elle avait un syndrome obstructif réversible. Ensuite, est-ce qu'elle prenait son traitement? Alors sur le plan technique, il n'y avait aucun souci, elle le prenait très bien. Sur le plan régularité de la prise, en fonction des moments où il posait la question, c'était un peu variable. Mais la question est comment est-ce qu'on peut évaluer objectivement la compliance au traitement? Il y a des propositions d'avoir des dispositifs électroniques qui seraient mis. Mais pour le moment, on n'a rien d'objectif. Comment est-ce qu'on peut vérifier? On est obligé de se fier au dire des patients. Donc, s'ils vous font confiance, ils peuvent vous dire qu'effectivement, de temps en temps, ils ne le prennent pas, ou vous disent qu'ils ne le prennent pas du tout. Mais s'ils ne vous font pas confiance, ils vous diront qu'ils le prendront et vous n'avez pas de critères d'évaluation. Donc, troisième étape, est-ce que c'était un asthme plus? Est-ce qu'il y avait des associations, disons, morbides avec? Je ne vais pas en parler en détail puisque nous allons avoir tout un exposé sur ça, mais je voudrais dire que juste quand on parle de comorbidité et de facteurs aggravants, il y a la maladie elle-même et puis il y a les maladies, il y a les médicaments qu'on prend pour cette maladie. Et ça aussi, ça peut aggraver l'asthme. Après, vous avez l'environnement et vous savez que chez nous, en particulier, on a fait une étude sur l'asthme sévère de l'enfant. Le premier facteur de gravité, c'était les conditions socio-économiques. Quand on a des enfants qui vivent dans une seule pièce avec la maman qui fait la cuisine dedans, le papa qui fume à l'intérieur, que c'est encore en ciment parce qu'ils n'ont pas eu les moyens de mettre le carrelage, vous pouvez agir comme vous voulez, on n'arrive pas à équilibrer l'asthme. Donc sur les traits modifiables, ça c'est une série de 50 patientes qui ont un asthme sévère dans le service. Qu'est-ce qu'on a qui ressort? Les irritants, tabac, fumée de bois, 66% des patients. Ensuite, dans les morbidités, rhinosinusites, 72%. Ensuite, l'obésité, 54%. Donc, gérer l'obésité chez un asthmatique sévère, c'est un gros souci. Et puis, on avait la mauvaise
observance, eh bien finalement, ça n'était que 18%. Quand on prend des asthmatiques sévères qui sont suivis au long cours, en fait, ils prennent leurs médicaments, mais les médicaments ne sont pas efficaces. Et puis, à côté de ces comorbidités, on avait beaucoup d'effets secondaires qui étaient liés à la corticothérapie orale. Donc, chez FASE, très modifiable, on a été chercher comorbidité et environnement, et il y avait les deux. Dans les facteurs aggravants, c'est un contexte psychologique difficile. Elle avait un père qui venait de décéder, une mère qui était dépressive, un tabagisme passif de la part de la maman, des chats dans l'environnement. Donc pour ça, on fait éviction autant qu'on peut, mais ce n'est pas toujours réalisable, et information, éducation autant qu'on peut aussi. Et puis, il y avait des comorbidités. Cette jeune fille, à la suite du décès de son papa, elle a fait une dépression majeure et on l'a envoyée en psychothérapie, bien sûr. Elle a eu par ailleurs un traitement de son reflux, un traitement de la rhinosinusite associée. Donc là, on est dans ce qu'on appelle l'asthme plus, c'est-à-dire qu'on a un asthme et on a des facteurs sur lesquels on devrait agir, mais sur lesquels il n'est pas toujours possible. La deuxième étape, une fois qu'on a fait tout cet ajustement sur la façon dont on évalue le patient, c'est d'ajuster le traitement classique. Donc on va se dire, on va mettre le traitement de référence qui est l'association corticoïde inhalée et là-bas, et à dose forte, et puis on va évaluer le patient. D'abord, pour évaluer la compliance, la première chose à faire, c'est d'essayer de rapprocher les rendez-vous au maximum. Un très bon indice de mauvaise observance du traitement, c'est quand les patients ne viennent pas à leur rendez-vous. Donc, essayons de les rapprocher au maximum pour voir s'ils viennent pas. Et vérifier la technique d'utilisation en simplifiant le dispositif le plus possible. Et en sachant qu'il faut avoir un seul dispositif pour les bêta-2 et pour l'association, sinon les patients s'en mêlent. Donc la définition, je vous reviens à la définition du GINA qui est un asthme difficile, c'est un asthme pour lequel on est en palier 4-5, sauf que cette année le palier 4-5 a changé. Donc il faut toujours courir après et la recommandation maintenant c'est quand on est en palier 4, c'est des doses moyennes de corticoïdes inhalés. Quand on est en palier 5, ce sont des doses fortes d'association corticoïdes inhalés là-bas et là d'emblée il va falloir associer d'autres médicaments. Et puis je vous rappelle que désormais ce qui est recommandé c'est d'avoir aussi en traitement de secours une association corticoïdes inhalés fort modérée. Ceci dit, ce sont les recommandations du GINA, je ne dis pas que ce sont celles que je favorise. Alors, les doses fortes de corticoïdes inhalés, et là vous voyez que pour les plus de 12 ans, c'est relativement classique, c'est-à-dire quand on est au-delà de 1000 microgrammes de méclobétasone, mais que chez l'enfant, on est beaucoup plus bas. Et donc, ça veut dire que quand on met de la fluticasone à 250 fois par jour chez un enfant, eh bien, on est déjà en dose forte et donc déjà en asthme sévère. Donc, retournons à FASA. FASA, on l'a mise sous traitement avec des corticoïdes inhalés à forte dose, dès là-bas, on l'a éduqué, on lui a donné un plan d'action. On a associé un traitement pour son reflux, pour son nez, on a essayé d'éviter les chats, on a demandé à la maman d'arrêter de fumer et 4 mois plus tard, elle est hospitalisée en exacerbation et elle n'était pas très régulière dans son traitement parce qu'elle ne tolérait pas les labas en fait, ça lui donnait des tremblements. Comme on n'avait plus de signes de reflux, on a essayé de faire autre chose, donc on a mis des corticoïdes inhalés à forte dose et de la théophiline qu'elle a eu l'air de bien supporter. Un an après, aggravation des symptômes sur plusieurs jours, réanimation pour asthme aigu grave et ventilation. Donc là, on est franchement dans un asthme sévère, sans aucun souci. Par ailleurs, quand on l'a montrée au psychiatre, il trouvait qu'elle allait mieux, elle avait une humeur dépressive, mais c'était juste un suivi. Et on l'a remise sous corticoïdes inhalés, bêta-2 longue action, et elle n'est pas revenue en consultation. On l'a réadmise en septembre, elle avait perdu le contrôle de son asthme depuis 3 semaines, mais elle prenait régulièrement son traitement qu'elle avait décidé, elle, qui était une corticothérapie inhalée à 1500 gamma par jour et de la théophiline. Le patient partenaire de son traitement. Donc pour nous, cette jeune fille, c'est un asthme sévère avec des comorbidités, donc un asthme sévère plus.
Une fois qu'on est là, qu'on a posé ce constat, qu'on est sûr que c'est un asthme sévère, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va tester d'abord les autres options thérapeutiques avant de passer aux biothérapies. Alors, la première chose, c'est qu'on peut associer des anticholinergiques et le tiotropium a montré qu'il pouvait être d'un grand apport dans l'asthme sévère. On peut aussi adapter le traitement en fonction des traits associés. Par exemple, quand on pense qu'il y a une intolérance à l'aspirine associée, on peut mettre des anti-inflammatoires non stéroïdes, une intolérance aux anti-inflammatoires, on peut arrêter, expliquer au patient et associer des antileucotriènes. Ou bien, quand il y a une ABPA, on peut traiter par des antifongiques. On peut agir aussi sur le plan non pharmacologique par une activité physique et ça a prouvé qu'on arrivait à descendre d'un palier dans l'asthme quand on mettait une activité physique régulière, de la relaxation, des exercices respiratoires. Une fois qu'on a fait ça, si on a encore des soucis, il faut phénotyper, la recommandation. Donc phénotypage, vous voyez que ça s'est beaucoup simplifié en fait, puisque on a déjà traité tous les facteurs aggravants et les comorbidités avant, donc le fait d'être allergique, le fait d'être obèse, etc. On l'a déjà traité en première étape. Donc là, on a abouti vraiment à l'asthme en lui-même. De quoi est-ce qu'il s'agit? Est-ce qu'il s'agit d'un asthme plutôt TH2 ou non TH2? Donc c'est sur l'inflammation qu'on va réfléchir. Et bien sûr, quand on réfléchit cliniquement, on va aboutir à peu près à la même chose. Mais disons que à ce stade-là, il est essentiel de rechercher par les biomarqueurs l'existence d'une inflammation plutôt TH2 ou plutôt pas. Donc, quels sont les biomarqueurs qu'on va utiliser? La question c'est TH2 ou pas, puisque tous les médicaments qu'on a maintenant, ils marchent sur les TH2. C'est ça le problème. Donc, en clinique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va être soit des patients qui sont allergiques, avec des IgE élevés et auquel cas on va leur proposer des anti-IgE, soit ce sont des patients qui sont plutôt éosinophiles, avec une éosinophilie de l'expectoration essentiellement ou sanguine, avec un FeNO élevé, et dans ce cas-là, on va proposer plutôt des anti-IL5 ou des anti-IL4, IL13. Je voudrais juste revenir sur les biomarqueurs. Donc là, c'était simplement pour vous montrer la différence de signature, mais vous voyez ici les écarts types importants. Quand on parle de patients qui sont TH2 élevés, on a des variations énormes. Et le problème des biomarqueurs, particulièrement de l'éosinophilie sanguine, c'est qu'elle n'est pas fiable de façon constante. On peut avoir des patients qui vont avoir à un moment une éosinophilie basse et à un autre moment une éosinophilie élevée. Donc comment décider qu'il s'agit vraiment d'asthme éosinophile? Là, toujours sur la même cohorte que je vous ai montré tout à l'heure, d'asthme sévère, donc sur 50% des patientes, en fait, avaient un phénotypage TH2. Donc, elles étaient soit éosinophiliques, soit mixtes sur l'expectoration. Quand on est en phénotypage non TH2, donc il y a très peu de cellules ou bien ce sont des neutrophiles, les recommandations, c'est de repartir à zéro. Parce que sur l'asthme lui-même, on n'a rien à ajouter, ou pas grand-chose, à part mettre des macrolides dont on n'a pas encore prouvé l'efficacité, ou proposer une thermoplastie qui est encore en cours d'évaluation. Donc finalement, quand on n'est pas TH2, on reprend à zéro et on recommence. Est-ce qu'on a soigné tous les facteurs aggravants, la comorbidité, etc. Donc, au bout du compte, on est sur cet algorithme-là. On part sur un patient qui a des symptômes qui résistent au traitement, donc le traitement standard. La question va être, est-ce que ce n'est pas un diagnostic différentiel? Donc ça, on l'élimine tout de suite. La deuxième question, ça va être, est-ce qu'il y a des comorbidités ou un contexte social et environnemental sur lequel on peut agir? Si c'est le cas, à ce moment-là, on se retrouve en asthme plus, donc asthme difficile, et on va ajuster les bases du traitement et réévaluer. Si à la réévaluation, on s'aperçoit qu'il s'agit effectivement d'un problème sur lequel on peut agir, on va avoir un problème d'adhésion, d'environnement psychosocial, on peut hospitaliser les patients et faire une prise en charge initiale hospitalière. Soit on se retrouve sur des asthmes sur lesquels on n'arrive pas vraiment à agir malgré l'environnement parce que la comorbidité essentielle, c'est l'obésité. Et vous savez que sur l'obésité, malheureusement, on n'a pas beaucoup de facteurs sur lesquels on puisse intervenir. Là, on va considérer de toute façon
qu'il s'agit de quelque chose de similaire à un asthme sévère et on va phénotyper et traiter en fonction, TH2, pas TH2. D'un autre côté, si on n'a pas trouvé de comorbidité, si le contexte social est clair, si le traitement est bien pris, on va tout de suite les étiqueter asthme sévère résistant au traitement et on va phénotyper et traiter. Et je vous rappelle que toute cette démarche qui aboutit à un traitement, il faut la réévoluer régulièrement. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que le traitement marche? Est-ce que mon patient est bien adapté à son traitement? Donc, quand on a fait cette démarche chez nos 50 patients, on a réussi quand même à suivre. La seule étape qu'on n'est pas, c'est la biothérapie, mais sans biothérapie, vous voyez qu'on a réussi à contrôler en agissant sur les comorbidités et l'environnement 18 patientes. Ensuite, en adaptant le traitement à la clinique et au phénotypage, on en a encore adapté un certain nombre. Et finalement, on aboutit à 9 patientes qui sont non contrôlées sur 50, ce qui est quand même un chiffre assez positif. Il y avait 6 TH2 et 3 non TH2. Pour conclure, je voudrais revenir à Faiza qui a 20 ans maintenant, qui a toujours cette asthme sévère, difficile à traiter. Elle est à risque d'exacerbation, elle est à risque de mortalité, elle a un mauvais pronostic fonctionnel puisqu'elle a un VMS de base qui est bas. On a toujours des soucis de compliance parce qu'on n'est pas sûr du fait qu'elle prenne ses médicaments d'une part à cause de sa dépression et d'autre part à cause des problèmes de tolérance médicamenteuse. Quand on a fait un phénotypage, sanguin, elle avait des eosinophiles sanguines qui variaient entre 210 et 720 selon les périodes. Donc c'est ce que je vous disais, quand est-ce qu'on considère que c'est un éosinophile et auquel cas elle aurait droit à des anti-L5. D'autre côté, elle a des IgE qui sont tout le temps élevés, elle a des tests cutanés positifs acariens graminés, donc elle serait justiciable d'anti-IgE. Donc dans ce contexte, la question est, est-ce qu'elle est justifiable de biothérapie? Et moi, je pense que oui, même si on n'est pas sûr de la compliance. Ce qui fait que les patients ne sont pas compliants, ça peut être aussi parce que les médicaments ne marchent pas. Donc s'ils ne marchent pas, ils ne voient pas la nécessité de continuer ce médicament et cette contrainte. Et c'est ça le problème. Et il y avait Martinez cette année qui disait quelque chose de très très vrai. Il disait si la biothérapie coûtait 20 fois moins cher, je la prescrirais à tous mes patients difficiles. Parce que leur mettre un médicament injectable une fois par mois, ça leur résout leurs problèmes. Alors que là, on est tout le temps à se dire oui, mais il n'a pas bien pris, il a peut-être un chat, il a peut-être refus. Mais s'ils ne prennent pas leurs médicaments alors qu'ils sont symptomatiques, c'est parce que ça ne leur fait pas de bien. Donc il faudrait, je pense, qu'on ait plus d'indulgence vis-à-vis de nos patients et que surtout on puisse les faire bénéficier de tous les médicaments dont ils ont besoin. Je vous remercie.